Merci beaucoup. Je mets mon petit chronomètre pour tenir la distance. Merci de nous fêter cet anniversaire que, effectivement, malheureusement, nous avons été obligés de, comme beaucoup de manifestations à Paris, d'annuler avec regret. Mais enfin, haut les cœurs, on continue et on est là ce matin avec vous. Moi, je suis très heureux et très fier d'être avec vous ce matin. Bon, le contexte est particulièrement difficile et incertain, mais je crois que des matinées comme ça, quand on arrive à les maintenir, bien, ça nous ressource, ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne un peu de vision devant nous, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Je voudrais d'abord saluer Monsieur le Préfet, saluer la vice-présidente de la région, la présidente de la CRES, en leur adressant des félicitations, puisque moi je suis un vieux routier de l'économie sociale et solidaire, et je constate en arrivant ici que cette conférence se tient chaque année. Alors que la loi de 2014, dite loi Hamon, ne prévoyait que tous les 2 ans ces conférences régionales. Donc c'est un beau signe d'intérêt. Et puis, je le disais tout à l'heure à la vice-présidente, le fait que l'économie sociale et solidaire soit rattachée à la vice-présidence économie, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. L'ESS n'est pas quelque chose qui se balade en dehors de l'économie. Et j'ai eu l'occasion de lui dire, puisque je l'ai déjà vu plusieurs fois, je suis très heureux que Madame Olivia Grégoire, notre secrétaire d'État, soit à Bercy, soit placée auprès du ministre de l'économie et des finances et puisse accéder aux grandes directions de Bercy, comme la direction du Trésor. C'est fondamental quand on veut conduire une politique pour l'économie sociale et solidaire, d'être dans les endroits où ça se passe. Ce type de conférence est très important pour plusieurs raisons. La première, c'est que les enjeux de l'économie sociale aujourd'hui sont sur le territoire. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était beaucoup plus des concepts nationaux. Aujourd'hui, ça se joue sur le territoire, et en partie pour une raison, c'est que nous sommes dans la recherche d'une nouvelle économie de proximité qui vienne équilibrer la mondialisation. Et qui, on le voit bien en période de Covid, eh bien, fasse qu'on résiste, qu'on soit résilient, parce qu'on est proche des sujets. Or, l'ESS est par nature une économie de proximité. C'est important aussi ce type de manifestation, parce que il faut, et vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, que les politiques publiques soient co-construites avec les acteurs, avec ceux qui vont concrètement les mettre en œuvre. Et puis, il faut cette régularité du travail ensemble. Moi, je considère que ce matin, vous êtes une espèce de communauté apprenante de l'économie sociale et solidaire, et que cette communauté, elle doit réunir les élus locaux, les acteurs de l'ESS, les entrepreneurs, les militants, l'État, pour, si on veut, essayer d'avancer. Je vous salue, vous tous qui êtes ici, et avec sincérité, parce que bon, moi j'ai un long parcours, donc je sais les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui. Je sais à quel point chaque jour est une journée difficile. J'ai lu les enquêtes qui ont été publiées depuis l'été, ou pendant l'été, sur le Covid, en particulier celle du mouvement associatif, et je vois le nombre de structures qui sont en arrêt d'activité partielle ou totale, qui se demandent de quoi demain va être fait, qui ont du mal à ce que les bénévoles puissent continuer à venir, à ce que les conseils d'administration travaillent. Donc toutes ces difficultés, vous essayez d'y résister, et je vous en félicite, et moi je vous apporte mon soutien et ma solidarité. Il n'y a pas d'ESS sans militants de l'ESS, sans entrepreneurs de l'ESS, et le mot entrepreneur est un mot qu'il faut porter au fronton de l'économie sociale. Nous sommes des entrepreneurs quand nous sommes dans l'économie sociale. Il faut s'entendre sur le mot entrepreneur, bien sûr, mais nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des gens qui sommes dans l'économie et qui entreprenons. Je voudrais quand même vous dire qui je suis, avant de vous dire faire quelques remarques sur la relance. Certes, je suis président du labo de l'ESS aujourd'hui et président de la Fondation Crédit Coopératif, mais j'ai un parcours vraiment dans ce champ-là, puisque j'ai été délégué interministériel à l'économie sociale et puis à la Caisse des dépôts, où j'ai créé la direction en charge de l'économie sociale et au Crédit Coopératif. Si je vous dis ça, c'est pas du tout pour vous donner mon curriculum vitae, mais pour vous dire que je ne suis pas ici ce matin comme expert, comme personne qui rédige des rapports, mais comme un acteur, comme un praticien, comme un dirigeant de l'économie sociale et solidaire. Et tout de suite, je vous donne 3 idées qu'à travers ce parcours qui s'est échelonné sur 4 décennies, de ce que j'ai observé moi et qui peut-être figurer dans les toiles de fond de vos travaux. La première idée forte, c'est que pour moi, l'économie sociale et solidaire, elle réussit si elle articule des valeurs, des statuts et des pratiques qui vont avec. Les valeurs, le plus souvent, ce sont celles de solidarité, vous en avez parlé tout à l'heure à l'ouverture, et de démocratie.
Les statuts, ce sont ceux de l'économie sociale, c'est-à-dire associations, coopératives, mutuelles, fondations et puis entreprises sociales. Et puis les pratiques, c'est aujourd'hui de plus en plus important, c'est-à-dire, OK, vous affichez des valeurs de solidarité, vous dites que vous avez des statuts, est-ce que ces choses-là rentrent dans la pratique? Et il y a une attente de la société d'un langage de la preuve. Or, ces 3 points sont très difficiles à tenir dans la durée. C'est une ligne de crête, l'économie sociale. Les valeurs, les statuts et les pratiques, c'est tous les jours qu'il faut les retravailler pour éviter, d'un côté, de se banaliser, c'est-à-dire de devenir une entreprise comme une autre, et ça arrive. Il y a des entreprises dites de l'économie sociale qui sont devenues des entreprises comme les autres, mais de l'autre côté non plus de tenir quand même son modèle économique et de ne pas disparaître, parce que certes on a été très généreux, très altruiste, mais manque de chance, on n'a plus le modèle économique et donc on dépose son bilan. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important, articuler des valeurs, des statuts et des pratiques. Je voudrais dire que pour atteindre cet objectif, pour moi, à l'issue de 40 ans d'expérience, une question majeure, c'est celle de la gouvernance. Les structures qui résistent le mieux, or la résistance, la résilience, c'est un sujet d'aujourd'hui, ce sont celles qui ont des bonnes gouvernances. Le rôle des conseils d'administration est essentiel. La composition des conseils d'administration est essentielle. Le fonctionnement du conseil d'administration est essentiel. Le rapport entre ce conseil d'administration et les dirigeants salariés, quand il y en a, est essentiel. Comment ça se passe entre le président et son directeur, comment ça se passe entre le conseil et l'équipe salariée, parce que c'est là où, dans cette gouvernance, que finalement on anticipe les problèmes et qu'on apporte les réponses. La gouvernance, c'est assez simple pour moi. C'est préparer des décisions, prendre des décisions et appliquer ces décisions. Et si, dans le contexte de crise du Covid actuel et de crise économique, je vais en reparler ensuite, qui est devant nous, eh bien, les structures qui auront des gouvernances solides sont celles qui résisteront le mieux. Et je voudrais dire enfin, dans les 3 points que j'ai appris dans ce parcours, parmi d'autres, c'est que l'ESS doit avoir une identité claire. Aujourd'hui, on parle d'économie à impact. Moi, je crois à l'économie à impact. Je pense que c'est intéressant. On parle d'économie collaborative. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Mais ça n'est pas l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, je vais le dire tout de suite après, doit avoir une identité assez claire, savoir qui elle est. Et parce qu'elle sait qui elle est, après, elle peut passer des partenariats, des accords, travailler avec les autres. Mais en ayant une identité qui ne soit pas confuse, qui ne soit pas floue. Je prends un exemple sur l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire. J'ai assisté à la naissance de Blablacar. Je suis allé voir le dirigeant de Blablacar. Magnifique entreprise sur le covoiturage. Donc avec toute une approche justement des valeurs, une vision du covoiturage. Mais c'est une entreprise qui a été créée par des fonds de pension américains. Donc c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce que demain, les fonds de pension américains peuvent décider de la revendre ou de la fermer. Ce n'est pas le cas de Mobicop, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est une coopérative d'intérêt collectif, et qui donc, elle, est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Moi, je respecte Blablacar. Franchement, je suis admiratif même de l'homme qui a créé cette entreprise. Mais je dis, ça n'est pas les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et naturellement, il faut qu'il y ait de tout. Hein. Je suis content qu'il y ait Blablacar, mais j'aimerais bien qu'il y ait des Blablacar de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors, je voudrais vous dire maintenant, donc je vais rentrer dans le sujet de la relance. D'abord, quelques convictions sur ce sujet-là. Bon, la première que je voudrais que nous partagions ensemble, c'est que je remets mon chronomètre, nous devons partager ensemble l'idée que l'ESS, c'est l'économie de l'avenir. L'ESS, c'est l'économie de l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est une économie qui a une lucrativité limitée. Or, nous avons vu, et nous voyons encore aujourd'hui, les excès peuvent entraîner une lucrativité excessive ou une lucrativité de court terme. Je ne veux pas, y compris faire de la démagogie sur les établissements, les entreprises qui ferment dans notre pays aujourd'hui, mais il y a des logiques derrière. Moi, je ne juge pas d'un jugement moral les dirigeants de ces entreprises, mais il y a une logique de Bridgestone qui n'est pas la logique de l'économie sociale et solidaire, parce que le rapport à la lucrativité n'est pas le même. Donc, nous sommes une économie d'avenir parce que nous avons cette lucrativité limitée, parce que nous sommes ancrés sur les territoires, parce que nous y restons sur les territoires, parce que nous ne les quittons pas. Et nous sommes une économie d'avenir parce que nous partageons le pouvoir,
Et nous partageons aussi les résultats de l'entreprise. Or, la société d'aujourd'hui aspire à ça. Je pense que mes enfants qui ont entre 30 et 40 ans, ils aspirent à des modes d'entreprise dans lesquels ils ne soient pas simplement des salariés dans des structures hiérarchiques. Ils aspirent à participer au pouvoir de l'entreprise comme de la société. Et donc, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Et donc, il faut que nous ayons nous-mêmes conscience que nous sommes l'économie de l'avenir. Si nous n'y croyons pas nous-mêmes, les autres n'y croiront pas. Et de ce point de vue-là, la bataille des idées n'est pas gagnée. Je prends cet exemple. Nous avons fait au labo de l'ESS un travail avec les économistes. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, les économistes croient modérément à l'économie sociale et solidaire parce qu'ils ont deux conceptions, soit une conception, disons, d'une économie de marché qui s'autorégule, assez libérale, soit une vision dans laquelle c'est à l'État de réguler l'économie, donc il faut plus de régulation d'État. Moi, je ne suis pas sur cette polarité-là. Je dis qu'il y a la place pour un troisième schéma qui est que la régulation soit faite par les salariés, les épargnants, les consommateurs, au sein de structures d'économie sociale et solidaire. Mais cette bataille des idées-là, elle n'est pas encore gagnée, donc il faut continuer à l'amener. Deuxième point, deuxième conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que nous devons absolument, moi comme je vous l'ai dit, j'ai un passé ancien, nous devons éviter les querelles intérieures. C'est une vieille tradition de l'économie sociale et solidaire. Je les connais par cœur. Je pourrais vous en parler pendant des jours et des heures entières. J'ai été au centre de ces querelles-là. Je les connais très très bien. Par exemple, il y en a eu des querelles entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Bon, celles-là sont plutôt derrière nous. Aujourd'hui, c'est plutôt des querelles entre l'ESS et l'entrepreneuriat social. Ces querelles sont sans intérêt. Elles ne nous font pas avancer. Nous sommes clairs. Nous avons une loi. Nous avons un périmètre qui est fixé par la loi de 2014 qui dit ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. C'est un mode d'entreprendre. Je ne vais pas le reprendre ici, mais moi je vous dis aujourd'hui, en tant qu'acteur de l'ESS, pour moi c'est toute la loi de 2014, rien que la loi de 2014, et ça me donne un cadre qui est suffisant pour savoir ce que c'est que l'ESS. Et nous avons maintenant une structure nationale qui s'appelle ESS France, qui est enfin une structure qui commence à peser dans le débat public et dans lequel les différentes composantes qui n'y étaient pas jusqu'ici, y sont rentrées. Le mouvement des entrepreneurs sociaux, le mouvement pour l'économie solidaire, Finansol, les entreprises d'insertion. Nous avons une structure qui est une structure qui peut parler au nom de tout le monde. Donc, soyons rassemblés pour qu'on soit audible à l'extérieur. Sinon, on entend des bruits de fond, de chapelle. On a une identité, on a une loi. Rassemblons-nous derrière ça si on veut peser dans les enjeux de relance qui sont les nôtres aujourd'hui. Troisième conviction de départ, ne nous trompons pas de période. Le discours que je vous fais aujourd'hui, si j'avais eu à le faire il y a 3 ans, je pense que celui d'aujourd'hui doit être très très différent. Au moins sur 2 points, je ne parle pas encore de la crise du Covid, mais au moins sur 2 points qui sont fondamentaux pour la région Normandie, la révolution numérique et la révolution écologique. La révolution numérique, si vous regardez finalement qui sont les gagnants pour l'instant à la sortie de la crise du Covid, ce sont les entreprises qui sont dans le numérique ou celles qui maîtrisent fortement le numérique. Moi, j'ai été très triste de voir que dans les grands succès qui reposaient sur le numérique collaboratif, on a eu Uber, on a eu Airbnb, on a eu Blablacar. Bon, je ne suis pas contre eux, mais je regrette qu'il n'y ait pas des entreprises de l'économie sociale qui soient sur ces créneaux-là. Et donc, il est indispensable que les entrepreneurs qui créent des activités qui se réfèrent à l'économie sociale et solidaire soient sur cette révolution numérique. Il est essentiel que vos structures intègrent la révolution numérique. Parce que c'était déjà le cas avant, mais vous avez vu comme moi que le Covid ne fait qu'accélérer tout ça, puisqu'on est tous conduits à travailler en utilisant des outils numériques. Et c'est d'ailleurs un facteur d'accroissement des inégalités sociales, parce que moi j'entends des reportages où on voit qu'il y a des étudiants qui n'ont pas d'ordinateur, ça les met en grande difficulté aujourd'hui pour pouvoir étudier et apprendre. Donc la révolution numérique, dans une conférence régionale de l'ESS, on doit se dire quels sont les enjeux dans notre région, soit de mise au niveau numérique, soit de conquête d'activités qui reposent sur le numérique. Même raisonnement sur l'écologie. Je ne vais pas développer, mais moi j'ai écrit plusieurs fois dans des éditos que je pensais qu'on devrait rajouter un E après ESS pour dire que nous sommes l'économie sociale, solidaire et écologique.
parce que c'est quand même la question majeure, plus importante même de mon point de vue que celle du Covid et de la crise sanitaire. Elle est immédiate, la crise sanitaire, donc elle est dangereuse aujourd'hui, mais sur le fond, si vous regardez sur la longue durée, on sortira de la crise sanitaire. La crise écologique, elle est massive, elle est dangereuse, elle est devant nous, et donc nous ne pouvons pas continuer comme avant. Et ça, pour l'économie sociale et solidaire, c'est fondamental, parce que, premièrement, si nous ne le faisons pas, les jeunes ne viendront pas vers l'ESS, parce que c'est leur préoccupation majeure. Ils iront vers d'autres formes d'entreprises, dites entreprises à impact, qui leur diront « nous, on prend à bras-le-corps la question écologique ». Donc, si on veut avoir des jeunes qui viennent vers l'ESS, il faut intégrer l'écologie à nos préoccupations. Et puis d'autre part, c'est aussi des secteurs de création d'activités. Moi, je vois que SEB crée une filiale qui va faire des vélos électriques. Ils ont identifié qu'il y avait un créneau intéressant d'un point de vue écologique de faire des vélos électriques. Pourquoi ce n'est pas l'économie sociale qui le fait? Pourquoi? Donc, posez-vous la question aujourd'hui dans votre conférence régionale, quels sont les secteurs d'activité qui vont se créer, ce qu'on appelle l'économie verte? Je rappelle qu'il y a un Green Deal européen que la présidente Ursula von der Leyen a promu, où il y a des milliards d'euros pour promouvoir ces activités vertes. Voilà. Quatrième conviction, les politiques publiques doivent articuler le niveau régional, le niveau national et le niveau européen. Le niveau régional, vous y êtes aujourd'hui, c'est pour moi évidemment fondamental. C'est fondamental qu'il y ait une communauté d'acteurs qui travaillent ensemble. Et je voudrais insister, puisque je crois qu'ils sont ici ce matin, sur le rôle de la Banque des territoires, qui s'appelait autrefois la Caisse des dépôts, et la Banque publique d'investissement. Ce sont des acteurs essentiels pour ce que vous voulez faire. Monsieur le préfet, vous avez dit que dans le plan de relance, la Caisse des dépôts avait 300 millions. Moi, j'ai créé cette direction au sein de la Caisse des dépôts. Ce sont des établissements qui sont sur l'intérêt général, qui travaillent avec la place bancaire et qui ont un rôle majeur pour financer, promouvoir et financer la partie aussi difficile des projets. Pas que la partie facile, la partie rentable, mais aussi les endroits où le marché ne va pas spontanément. Donc, dans une stratégie régionale, le rôle et la place de la Banque publique d'investissement et de la Banque des territoires est tout à fait essentiel. Mais il faut garder un niveau national. Les décisions qui sont prises au niveau national vous impactent, vous, acteurs de l'ESS. Souvent, rappelez-vous que le CICE, au début, l'ESS n'y était pas. Il y a toute une série de mesures fiscales qui sont prises qui vont vous concerner. Il y a des mesures qui concernent l'épargne, les livrets de développement durable et solidaire, ça concerne donc nous avons absolument besoin au niveau national que la politique publique intègre l'ESS, et de ce point de vue-là, je me réjouis très vivement qu'il y ait donc une secrétaire d'État à Bercy, parce qu'elle peut peser sur un certain nombre d'orientations de politique au niveau national. Et puis je voudrais insister sur l'aspect européen dans ces trois niveaux, le régional, le national et l'européen, parce que d'abord il y a une actualité. Vous ne l'avez peut-être pas noté, mais nous avons un commissaire européen à l'emploi, au dialogue social, qui a la compétence sur l'économie sociale et solidaire. Il s'appelle Nicolas Schmitt. C'est quelqu'un de remarquable et qui est un homme convaincu sur l'ESS. Donc, la présidente lui a confié de faire un plan européen de développement de l'ESS à horizon de fin 2021. Donc, il est en train d'y travailler et c'est quelque chose de tout à fait essentiel. De même qu'est essentiel le fait que la France va présider le Conseil de l'Europe en 2022 et donc a la possibilité, si nous nous faisons entendre, de mettre sur la table un certain nombre de sujets. Et de ce point de vue-là, moi qui préside la Commission Europe du Conseil supérieur, et avec Jérôme Sadier, avec un certain nombre d'acteurs, nous voudrions que l'Europe intègre la notion d'entreprise à profit, à but lucratif limité. Aujourd'hui, en fait, il y a une hégémonie qui est trop forte. Il y a soit l'entreprise privée, soit l'entreprise publique, mais l'entreprise à lucrativité limitée doit être reconnue par l'Europe. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et ce sera un enjeu pour l'avenir. Et puis il y a le Fonds social européen, ça vous savez ce que c'est. Et donc le fait de savoir ce qu'il y aura dans le Fonds social européen dans la prochaine programmation, comment vous pourriez y accéder, est-ce que ça répond à vos préoccupations, c'est tout à fait important. Alors, quelques constats sur l'actualité d'un plan de relance. Je voudrais dire d'abord que j'ai été, mais bon, en France on aime bien s'arrêter sur les mots, un peu gêné par le mot relance. Parce que pour moi, en fait, les enjeux, c'est d'un côté, je dirais plutôt de la sauvegarde. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, il faut, avant de les relancer, empêcher un certain nombre de gens de mourir.
Il faut appeler un chat un chat. Il y a des structures qui vont disparaître. Donc la première réponse, c'est comment on fait qu'elles ne vont pas disparaître. Puis après, la deuxième question, c'est moins pour moi de relancer la machine telle qu'elle est que de transformer la machine. J'entends dans cette catastrophe des Alpes-Maritimes qui était assez terrible, qui vient se rajouter à tout ce climat incertain, et c'est très juste, il faut reconstruire, mais, disent les autorités, il ne faut pas reconstruire comme avant. Parce qu'on a vu les conséquences, malheureusement, des lieux de construction. C'est un peu la même chose pour l'économie. Nous, économie sociale, on doit dire relancer, oui, mais pas relancer comme avant. On veut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient transformées. Et donc, c'est tout à fait important. Alors, d'abord, il y a beaucoup plus de reconnaissance de l'économie sociale aujourd'hui que ce n'était le cas avant. C'est clair dans cette région. Franchement, bravo, je suis impressionné. Mais on a encore du terrain à parcourir. Si vous regardez le plan de relance, 100 milliards d'euros, 1,3 milliard pour l'économie sociale. Je vais faire du basique de règle à calcul d'épicier. Mais globalement, l'économie sociale, je crois que chez vous, elle représente 11,1% de l'emploi. Et bon an, mal an, elle représente 10% du PNB et 14% de l'emploi privé. Si je prenais ma règle à calcul, je dirais que sur les 100 milliards d'euros, il devrait y en avoir 10 pour l'économie sociale. C'est un peu basique, un peu primaire comme raisonnement, mais ça dit quelque chose. Et je voudrais vous dire aussi, heureusement, les choses ont été bien corrigées. Mais au départ, quand les mesures ont été prises de prêts garantis par l'État et de chômage partiel, l'ESS n'y était pas. Il a fallu qu'à un certain nombre, on se batte très vite à Paris pour dire « Mais attendez, ça ne va pas. Vous avez vu ce que représente l'emploi de ce secteur en France ?» Nous n'y étions pas. De même que nous n'étions pas dans le CICE quand il a été fait. Il a fallu se battre pour revenir dans le CICE. Donc, il y a une reconnaissance qui progresse, mais quelquefois, l'État continue, disons, à développer la machine. Ce n'est pas une mauvaise intention. Il n'y a pas de mauvaise intention, mais simplement, on n'est pas assez sur le radar. Donc, on prend des mesures et puis après, on dit « Ah ben oui, c'est vrai qu'il y avait l'économie sociale. » Donc, il faut continuer avec cette reconnaissance et c'est quelque chose qui est vraiment important à chaque niveau, donc le niveau régional, le niveau national et le niveau européen. Alors, essayer d'articuler de la relance et de la transformation, c'est très difficile parce que finalement, aujourd'hui, vous qui êtes là, il y a des problèmes urgents. On est pris par le court terme, on est pris à empêcher telle fermeture, à faire que on évite que des situations de chômage, de pauvreté deviennent terribles. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de gérer à la fois ce court terme et ce moyen terme? Moi, je pense qu'il y a quand même, pour ce qui concerne le conseil régional et les collectivités publiques, et j'ai apprécié, Madame la vice-présidente, que vous disiez que les intercommunalités venaient de plus en plus sur l'ESS. Ça, je crois que c'est un signe extrêmement important. Eh bien, vous avez des moyens, par exemple, à travers les aides publiques, de dire que ces aides publiques sont accessibles sous réserve de remplir un certain nombre d'objectifs de moyen terme qui correspondent à une transition écologique et sociale. De même, ensemble, nous tous, nous avons la possibilité de promouvoir des filières, vous avez employé le mot et je vais en redire un mot après, des filières qui sont porteuses de cette transition à moyen terme. Je cite par exemple la filière de l'alimentation durable, la filière de la mobilité écologique, la filière de la transition énergétique citoyenne. Ce sont des filières dans lesquelles on peut faire de la transformation et de la transition tous ensemble, tout en essayant de gérer les problèmes de court terme. Troisième point essentiel dans les constats, Monsieur le Préfet, vous en avez parlé. Bon, moi, je suis un optimiste absolu, mais je pense que la crise est devant nous. Je pense que la crise économique du chômage et de sa traduction après en pauvreté, elle est encore devant nous. Vous l'avez dit aussi, Madame la Présidente, aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures qui ont résisté grâce aux prêts garantis par l'État, au chômage partiel, mais la fin de l'année, les débuts de l'année prochaine vont malheureusement être très délicates du point de vue de l'activité et de ses conséquences sur l'emploi. Donc nous avons une obligation, nous, économie sociale et solidaire, et nous le faisons depuis des décennies, parce que, vous l'avez dit aussi, quand on regarde les chiffres, là où pendant 20 ans, l'économie classique supprimait des emplois, nous n'avons cessé d'en créer dans l'économie sociale. Et on peut être fier de ce qu'on a fait depuis 20 ans de ce point de vue-là. Mais on a une obligation qui est peut-être encore forte de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous dire qu'on peut créer des emplois avec une approche de l'ESS. Par exemple,
Partir des besoins non couverts. Vous l'avez dit, je crois, monsieur le préfet, dans un exemple dans la région, mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se passent. Il y a les fabriques à initiative. Je ne sais pas s'il y en a dans la région, je n'ai pas regardé la carte, mais il y en a dans un certain nombre de régions que je connais. Je pense à celle de Bordeaux, à Tis. La fabrique à initiative, on identifie des besoins, on monte un projet et ensuite on va chercher les gens qui vont porter le projet. Donc on ne part pas d'abord de l'entrepreneur, on part d'abord de quels sont les besoins sur le territoire. Territoire zéro chômeur de longue durée. Vous avez l'expérience de Colombelle ici. C'est la même chose. On crée des entreprises à but d'emploi dont la vocation, c'est de repérer sur le territoire quels sont les besoins qui sont non satisfaits et qui pourraient donner lieu à la création d'activités. Donc ça, c'est une spécificité de l'ESS, c'est-à-dire partir des besoins et mettre des activités en place qui sont donc des activités qui répondent à de l'utilité sociale. Le fait de mobiliser les habitants pour créer de l'emploi et de l'activité, on ne le faisait pas avant. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Et je voudrais citer l'expérience qui s'appelle Start-up de territoire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Sur un certain nombre de territoires, je pense à Romans dans la Drôme, je pense à Lons-le-Saunier, je pense à Strasbourg. On propose à toute la population, tous ceux qui veulent, de venir passer une soirée pour faire de la création collective, pour dire quelles sont les activités qu'on pourrait créer ici, localement. Et je me souviens, à côté de Lons-le-Saunier, vraiment dans une zone rurale, une soirée, il y avait 300 personnes qui sont venues, les organisateurs étaient complètement bluffés, pour parler de ça. Donc ce n'est pas des spécialistes, ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des banquiers, c'est la population. Or, c'est très riche parce que d'une part, à la sortie, il y a un certain nombre de projets qui viennent, et puis d'autre part, du coup, la population se met dans une énergie positive sur son territoire. Elle se met en position de réfléchir à son territoire, de créer sur le territoire. Et ça, je pense que c'est une valeur de l'économie sociale. Donc, on peut faire des choses là-dessus. Mais je voudrais dire aussi, le labo que je préside a fait des travaux là-dessus, que créer des emplois, il faut essayer de garder quand même le sens des emplois que nous voulons créer quand on est dans l'économie sociale et solidaire. On ne crée pas n'importe quel emploi pour dire de créer des emplois trop vite, et des emplois qui peuvent se révéler précaires ou de mauvaise qualité, etc. Et de ce point de vue-là, nous, on a proposé ce qu'on a appelé un peu le carré magique de l'emploi de qualité. Pour nous, un emploi de qualité de l'ESS, il repose sur un contrat, donc il y a un contrat de travail, une protection qui donne donc du coup des droits à la santé, à la retraite, à la formation, au chômage, un collectif de travail, c'est-à-dire on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé dans la société, on est au sein d'un collectif, et puis le sens du travail. C'est-à-dire que le travail, c'est aussi quel sens on lui donne, à quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert d'aller travailler tous les jours. Or, la jeunesse aujourd'hui est en grande attente là-dessus, aller bosser ou se dire je vais faire carrière pour faire carrière, mais sans savoir trop à quoi ça sert, ça ne correspond pas. Donc il faut qu'on défende, qu'on crée des emplois, mais qu'on défende aussi une certaine vision de l'emploi, une certaine conception de l'emploi. Et puis je voudrais dire aussi dans cette partie-là qu'il y a la question de la pauvreté. Vous avez vu que les chiffres du RSA augmentent de manière... Il me reste 5 minutes, hein, c'est ça non, là, vous me... 11h15. On a commencé plus tôt, d'accord. Alors, je vais... Non, mais c'est lui le patron. Hein. Faire reculer la pauvreté, j'insiste pas, mais le RSA augmente. Les demandes d'aide alimentaire augmentent et donc l'économie sociale doit se préoccuper de ça et le faire de manière non assistentielle, c'est-à-dire on doit répondre à l'urgence mais on doit aussi proposer une autre vision, on doit proposer des solutions durables qui ne sont pas simplement de répondre à l'urgence par de l'assistentiel. Alors, un autre enjeu de la relance sur les territoires, c'est l'émergence de systèmes d'alliances locales ou de coopération locale. Et c'est vraiment fondamental. Nous avons fait un travail au labo sur 18 territoires où nous avons regardé aussi bien des pôles de compétitivité que des territoires à énergie positive, que des tiers-lieux, que des pôles de coopération économique. Et c'est très intéressant. Je ne vais pas le développer puisque je n'ai plus le temps, mais on voit des facteurs de réussite, ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, et en particulier les enjeux de coopération, c'est-à-dire comment on... Je rappelle que coopérer, ça veut dire faire ensemble. Or, faire ensemble, c'est difficile et on ne le décrète pas de faire ensemble. On le construit ensemble, on se fait confiance et donc c'est quelque chose de tout... Ces enjeux-là sont tout à fait importants. Alors, pour être concret, je vous donne 4 pistes d'action en terminant.
Première piste, c'est de mieux articuler les écosystèmes territoriaux et les écosystèmes de filières. C'est peut-être un peu abstrait comme vocabulaire, mais je crois que c'est très concret. Pour moi, un écosystème, il est composé de la communauté des acteurs, de modalités d'accompagnement et de modalités de financement. Or, on a pas mal avancé sur les écosystèmes régionaux et territoriaux, mais moins sur les écosystèmes de filières. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mobilité, de l'alimentation. Il faut qu'on arrive à faire fonctionner sur ces approches de filières quelque chose qui réponde aussi au territoire et, par exemple, constituer des grappes d'acteurs de filières, de secteurs. Par exemple, pour les pouvoirs publics, faire de la coopération, faire du fait qu'on travaille ensemble une condition des appels d'offres des marchés publics, plutôt que de mettre toujours les gens en concurrence, demandez-leur de se mettre entre eux, de travailler entre eux pour bénéficier des marchés publics. Je pense que globalement l'Europe est allée trop loin dans une espèce d'approche de la concurrence qui est saine mais qui est excessive. Et donc si les marchés publics vous dites, si vous vous mettez ensemble, vous aurez un plus par rapport à ceux qui ne sont pas ensemble, eh bien vous facilitez ces alliances locales. Et puis, il y a l'articulation entre l'innovation technologique et l'innovation sociale qu'on pourra reprendre, si vous voulez, dans la table ronde. Je n'ai pas le temps. Mais là, il y a un fonds sur l'innovation sociale qui est géré par la Banque publique d'investissement. Il doit aller beaucoup plus loin. Il y a le rôle des dispositifs locaux d'accompagnement pour favoriser l'innovation sociale. Il y a le rôle d'incubateur. Moi, je suis administrateur de l'incubateur à Lyon qui s'appelle Ronalpia. C'est formidable ce qu'ils font là. Il y a les partenariats avec les universités et en particulier le recours à des contrats qui s'appellent les contrats CIFRE qui vous permettent d'avoir des chercheurs qui viennent pendant 3 ans travailler avec vous et qui vous apportent de la matière innovante dans vos structures. Deuxième piste, donc, c'est de compléter la boîte à outils des alliances locales et de la coopération territoriale. Je voudrais vous dire simplement que la ministre, que j'ai vue plusieurs fois, veut relancer les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE. Donc il va y avoir, guettez-les, mais il va y avoir des mesures de relance des PTCE qui prendront sans doute la forme à nouveau d'appel à projet. Je voudrais dire que les SIC, les coopératives d'intérêt collectif, sont un très bel outil de coopération territoriale, mais que quelquefois, Madame la vice-présidente, les services juridiques des collectivités sont réticentes parce qu'elles ne connaissent pas encore bien l'outil. Je voyais l'autre jour le premier adjoint de la ville de Paris qui disait « Moi, je veux faire des SIC, mais ma direction juridique m'a dit « Oh, les SIC, on ne sait pas très bien, etc. » Franchement, c'est un très bel outil. S'il faut le changer, on le fera évoluer. Mais c'est un outil qui permet aux collectivités locales d'être jusqu'à 50% du capital. C'est beaucoup plus moderne que les sociétés d'économie mixte. Ça permet d'associer la population et c'est un outil de coopération locale. Donc, développons ensemble les SIC à condition qu'elles aient un modèle économique et un vrai projet. De même qu'un outil que vous connaissez peut-être pas suffisamment, ce sont les fondations territoriales. Il existe des fondations qui sont connues, qui sont les fondations reconnues d'utilité publique ou les fondations d'entreprise, mais se créent dans un certain nombre de territoires des fondations qui bénéficient d'avantages fiscaux et qui permettent de collecter de l'argent et de financer des projets au plus proche du territoire. Donc cet outil-là aussi pourrait être développé. Troisième piste, améliorer l'accompagnement et l'ingénierie. Ça, c'est fondamental. En fait, on voit très souvent qu'on a des difficultés à financer l'ingénierie des projets parce que dans le système capitaliste, en fait, il y a des gens qui apportent des capitaux grâce à celles auxquelles on peut faire l'ingénierie de projet. Nous, on ne repose pas sur cette approche-là, donc souvent, on ne sait pas financer l'ingénierie. Et là, le fait qu'il y ait des fonds d'ingénierie ou des moyens qui sont mis en place par la région pour les financer, nous, au labo, on a contribué à créer un fonds qui s'appelle Enercitif, un fonds d'ingénierie pour l'énergie citoyenne, et c'est tout à fait important. Je vous signale que le gouvernement conforte les dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA. C'est une bonne nouvelle, il y en a absolument besoin sur le territoire, mais il pourrait faire plus de choses peut-être pour réussir ça. Enfin, je termine en disant l'enjeu de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, qu'on appelle de plus en plus la mesure d'impact. Moi, je préfère parler de création de valeur. La mesure d'impact, c'est utile, c'est bien, mais c'est un peu réducteur. C'est-à-dire, vous avez un objectif, est-ce que vous l'avez atteint? C'est souvent quantitatif, c'est intéressant, mais il me semble qu'on peut aller plus loin quand on est l'ESS pour travailler sur la création de valeur. Par exemple, mesurer les coûts évités, mesurer le bénévolat,
mesurer tout ce qui est immatériel, comme par exemple la densité de la coopération. Ça vaut quelque chose, le fait qu'il y ait de la coopération sur un territoire, le fait qu'il y ait une culture entrepreneuriale. Donc nous pouvons vraiment progresser sur cette évaluation de la création de valeur. Et je vous rappelle ou je vous signale qu'il y a un guide des pratiques de l'ESS qui a été adopté par le Conseil supérieur, qui est très intéressant et qui peut vous servir, ce guide des bonnes pratiques, pour faire ce travail d'évaluation. Et il me semble que on parle beaucoup de responsabilité sociale d'entreprise. Moi, je nous appelle tous à devenir leader de la responsabilité territoriale d'entreprise ou d'organisation. C'est-à-dire vraiment, quel est mon impact positif, négatif sur le territoire ? Et si c'était nous, OSS, qui étions à la tête de ça, ce serait très bien. Voilà. Donc, faisons de cette crise qui est terrible et qui est une contrainte, une chance de redéployer l'ESS. S'il est un autre monde, pour moi, il est dans celui-ci, et il s'appelle l'économie sociale et solidaire. Et le labo de l'ESS a une méthode que je vous suggère en arrêtant mon propos, qui est la méthode REV. REV comme résister, parce qu'il faut résister à un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Expérimenter, parce qu'on ne peut pas faire les choses d'emblée massivement. Voir loin, donc se projeter sur le coup d'après et puis évaluer ce qu'on fait. Donc j'espère que nous allons rêver ensemble dans cette conférence régionale et que l'ESS, grâce à vous, sera effectivement de plus en plus l'économie de demain. Merci beaucoup.